Bon, je dois vous dire quelque chose. Chacun a des angoisses existentielles qui lui sont personnelles. La mienne, en tout cas la principale, est l'ennui. Ou plutôt, bien sûr, éviter l'ennui, la routine, le prédictible. Et de manière peut-être étonnante pour vous, je ne sais pas, je ne m'ennuie que très très rarement en ma propre compagnie. Ce sont plutôt tous les facteurs de la vie qui sont susceptibles de m'ennuyer. Mais l'un des pires pour moi est la routine, la monotonie absolue, l'absence de surprise, même la plus minime. Ceci étant dit, il semble antinomique, paradoxal en premier abord, qu'un roman puisse avoir pour sujet l'ennui. Effectivement, si on ouvre Larousse, le romanesque, parmi ses nombreuses définitions, a l'une des définitions suivantes. Qui évoque le roman par ses aventures extraordinaires, ses péripéties nombreuses, ses rebondissements imprévus, sa destinée exceptionnelle. Et l'ennui, lui, est une lassitude morale, une impression de vide qui engendre la mélancolie, le tout produit le plus souvent par désœuvrement, par manque d'intérêt, par monotonie. Le roman, par nature, est un récit d'aventure, d'action, bref, d'événements fictifs, certes, qui se passent et qui sont dignes d'être racontés. Le rien, la banalité, l'ennui n'ont a priori pas leur place dans le roman, car le roman serait précisément tout l'inverse de l'ennui. Il est d'ailleurs très courant d'entendre dire que les romans dits classiques, comme du Stendhal, du Balzac, du Zola, sont ennuyeux, alors même qu'il s'y passe énormément de choses. Germinal est l'un des romans les plus riches en action et rebondissements que j'ai jamais lus. L'ennui perçu vient des longues descriptions et du temps passé à mettre en place les éléments de l'action et évidemment le style d'écriture. Mais l'ennui, le manque d'action, la monotonie ne sont certainement pas leur sujet. Alors, est-ce qu'un roman peut être un roman si son sujet principal est l'ennui ? Bienvenue sur Hiatus, le podcast qui vous offre une pause littéraire dans votre quotidien, préparée, montée et animée par moi-même, Marouchka de la chaîne Qu'est-ce qu'on lit. Vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne YouTube Qu'est-ce qu'on lit. À chaque épisode, un livre lu récemment sera le point de départ d'une réflexion plus globale, touchant à la littérature mais pas seulement, et surtout, sans snobisme, sans élitisme. Vous pouvez dès à présent retrouver les premiers épisodes sur YouTube ou sur Spotify et toute autre plateforme de podcast. C'est parti pour une plongée dans 2 romans qu'on pourrait considérer donc comme des anti-romans car ils prennent à contre-pied la nature même du romanesque, car ils ont fait de l'ennui leur sujet principal. 2 romans qui sont d'ailleurs souvent comparés l'un à l'autre alors que, si ce n'est pour ce thème commun, ils sont très très différents. Le premier est Le désert des Tartares de Dino Buzzati, publié en 1940, et le deuxième est Le rivage des Syrtes de Julien Gracq, publié en 1951. Partie 1. Le désert des Tartares ou La vie insaisissable. Alors, quelle histoire se cache derrière le titre énigmatique du désert des Tartares ? Le jeune lieutenant Drogo découvre avec horreur sa prochaine affectation, le fort Bastiani. Le fort Bastiani est situé aux confins de l'empire fictif du livre. Ancien bastion stratégique, il surplombe le désert des Tartares, nommé ainsi car il y a plusieurs décennies, une invasion de Tartares a menacé la paix de l'empire. Mais depuis, plus rien ne s'est jamais produit. Et le fort Bastiani est comme une malédiction pour les jeunes comme Drogo, qui aiment la vie sociale, la ville, l'action. Le début du livre est lent, long. On suit la longue chevauchée de Drogo vers le fort Bastiani. Et en même temps, se dégage presque immédiatement une ambiance, une atmosphère pesante qui s'intensifie. Le fort est à la fois un bâtiment aux murs bien là, un passé plein de mystères, et toutes les personnes qui y habitent. Extrait du livre. Ce fut un matin de septembre que Giovanni Drogo, qui venait d'être promu officier, quitta la ville pour se rendre au fort Bastiani, sa première affectation. Il faisait encore nuit quand on le réveilla et qu'il endossa pour la première fois son uniforme de lieutenant. Une fois habillé, il se regarda dans la glace, à la lueur d'une lampe à pétrole, mais sans éprouver la joie qu'il avait espérée. Dans la maison régnait un grand silence, rompu seulement par les petits bruits qui venaient de la chambre voisine, où sa mère était en train de se lever pour lui dire adieu. C'était là le jour qu'il attendait depuis des années, le commencement de sa vraie vie.
À peine arrivé, Drogo demande déjà à ce qu'on révoque son affectation. Il demande à être envoyé ailleurs. Il refuse de rester dans ce mouroir pour vieux militaires où rien ne se passe. Mais quand il se retrouve sur les hauteurs du fort et qu'il contemple le désert, il est absorbé par l'appel de la plaine. Il se laisse convaincre par le commandant de rester un petit peu. Mais il est dérangé par la monotonie ahurissante des journées, les bruits angoissants qui rythment le silence, les personnalités qui habitent là et qui semblent comme engluées dans le fort. Et étrangement, Drogo, qui était le plus prompt à déclarer qu'il souhaitait partir du fort le plus vite possible, ne plus jamais y remettre les pieds, se retrouve petit à petit, lui aussi happé par le fort. Son esprit se persuade qu'il doit être à cet endroit. Et il finit par ne plus considérer rien d'autre que la répétition de ses journées. Il n'envisage plus de vie en dehors du fort. Le quotidien a triomphé. Et même quand il est envoyé en permission, le fossé qui le sépare des autres, qui ne sont pas là au fort Bastiani, est trop grand. Car la monotonie devient sa normalité. L'ennui permanent est contrebalancé par une lueur allumée dans son esprit, une certitude, un quelque chose. Lui et un camarade croient voir quelque chose qui se passe dans la plaine lors de leur faction. Mais ils se font sévèrement réprimander par le commandement qui leur dit d'arrêter tout de suite ces spéculations. Extrait du livre. Le soir même, le lieutenant Morel conduisit en cachette Drogo sur le chemin de ronde pour lui permettre de voir le désert. Et Drogo put contempler le monde du Septentrion, la lande inhabitée à travers laquelle, disait-on, les hommes n'étaient jamais passés. Jamais, de par là, n'était venu l'ennemi. Jamais on n'y avait combattu. Jamais rien n'était arrivé. Plus tard, seul dans sa chambre, Drogo comprenait ce qu'était la solitude, et il pensait aux factionnaires qui, à quelques mètres de lui, marchaient de long en large, tels des automates, sans s'arrêter jamais pour reprendre haleine. Ils étaient des dizaines et des dizaines à être réveillés, ces hommes, tandis que lui était étendu sur son lit, tandis que tout semblait plongé dans le sommeil. Des dizaines et des dizaines, se disait Drogo. Mais pour qui ? Pourquoi ? Et laissez-moi vous détromper tout de suite. Il y a beaucoup d'actions dans le désert des Tartares. Il y a un passage incroyable où les militaires du fort sont envoyés dans le désert pour la première fois. Ce passage est à la fois angoissant, fantasmagorique, inquiétant. Et on a Drogo qui a mis des chaussures d'apparat pas du tout adaptées à la montagne et qui souffre à en mourir. Mais de péripétie en péripétie, la fascination pour le fort, pour le désert, pour ces individus potentiels et fantasmés de Tartare devient omniprésente. Comme Drogo, le lecteur devient lui-même dans l'attente de cet événement potentiel, ce conditionnel qui pourrait arriver, qui pourrait tout changer, qui pourrait justifier l'attente et la monotonie. Il est coincé dans une paralysie et on a envie de l'en sortir, tout comme on a envie qu'il y reste. Attention, Drogo n'est pas prisonnier, il est maître de son destin. Il est, plusieurs fois dans le livre, il est face à des choix et il fait ses choix, il les prend en pleine conscience et même si l'on est frustré des choix qu'il peut faire, c'est lui-même qui les fait. Et j'ai apprécié que l'écriture de Dino Buzzati soit très prosaïque, qu'il n'en fasse pas des caisses quand il ne se passe rien. À aucun moment, l'écriture n'est elle-même source d'ennui ou de lassitude pour le lecteur, au contraire. Et c'est d'ailleurs l'une de ses remarquables forces. Sa fin est une apothéose tragique. Ce qui est terrible dans le désert des Tartares est justement ça. Giovanni Drogo ne voit pas le temps passer. Ou plutôt, il pense avoir le temps. Le temps de quoi ? Le temps de changer d'avis, de changer tout court. Il n'a, à aucun moment, conscience de son temps limité d'être humain dans ce monde. Juste en le disant, j'ai la chair de poule tellement c'est pile poil mon angoisse existentielle. Ce roman réussit un tour de force presque phénoménal, avec une dimension presque fantastique, avec la présence de cet autre personnage implicite. Le potentiel, le peut-être, l'événement, ce qui va arriver. Ce livre nous questionne. Pourquoi est fait le temps de vie d'un être humain ? Les événements extraordinaires qui peuvent avoir lieu dans une vie ou au cours d'une vie, doivent-ils se justifier par de l'abnégation, de l'attente monotone ? Extrait du livre. Jusqu'alors, il avait avancé avec l'insouciance de la première jeunesse, sur une route qui, quand on est enfant, semble infinie, où les années s'écoulent lentes et légères, si bien que nul ne s'aperçoit de leur fuite. On chemine placidement, regardant avec curiosité autour de soi.
Il n'y a vraiment pas besoin de se hâter. Derrière vous, personne ne se presse et personne ne vous attend. Vos camarades aussi avancent sans souci, s'arrêtant souvent pour jouer. Du seuil de leur maison, les grandes personnes vous font des signes amicaux et vous montrent l'horizon avec des sourires complices. De la sorte, le cœur commence à palpiter de désirs héroïques et tendres. On goûte l'espérance des choses merveilleuses qui vous attendent un peu plus loin. On ne les voit pas encore, non, mais il est sûr, absolument sûr, qu'un jour on les atteindra. Est-ce encore long ? Non, il suffit de traverser ce fleuve là-bas, au fond, de franchir ces vertes collines. Ne serait-on pas, par hasard, déjà arrivé ? Ces arbres, ces prés, cette blanche maison, ne sont-ils pas ce que peut-être nous cherchions ? Pendant quelques instants, on a l'impression que oui, et l'on voudrait s'y arrêter. Puis, l'on entend dire que, plus loin, c'est encore mieux, et l'on se remet en route, sans angoisse. De la sorte, on poursuit son chemin, plein d'espoir, et les journées sont longues et tranquilles. Le soleil resplendit haut dans le ciel, et semble disparaître à regret quand vient le soir. Bien des jours passeront avant que Drogo ne comprenne ce qui est arrivé. Ce sera alors comme un réveil. Il regardera autour de lui incrédule. Puis il entendra derrière lui un piétinement. Il verra les gens, réveillés avant lui, qui courront inquiets et le dépasseront pour arriver avant lui. Il entendra les pulsations du temps scander avec précipitation la vie. Aux fenêtres, ce ne seront plus de riantes figures qui se pencheront, mais des visages immobiles et indifférents. Et s'il leur demande combien de routes il reste encore à parcourir, on lui montrera bien encore d'un geste l'horizon, mais sans plus de bienveillance ni de gaieté. Le désert des Tartares est aujourd'hui l'un de mes livres préférés car il est le seul que j'ai jamais lu qui est rendu avec tant d'originalité et de précision mon angoisse existentielle. La vie est insaisissable, pas dans le sens qu'elle ne peut pas être comprise, mais parce qu'on n'a jamais prise sur le temps qu'on pense avoir. Et l'englument dans le quotidien, la routine, la répétition machinale est à la fois une source de sécurité et à la fois nous fait perdre complètement prise avec le temps qui passe sans qu'on s'en aperçoive et qui nous condamne à l'immobilisme. C'est exactement cette monotonie que nous sommes nombreuses et nombreux à avoir vécue lors des différents confinements. Dans nos vies, alors, il n'y avait plus de place à la spontanéité, il n'y avait plus de surprise, tout était connu, répétitif, la même chose encore et encore. En préparant cet épisode, j'ai beaucoup lu et entendu que le désert des Tartares serait une œuvre absurde. Bon, alors, j'ai en horreur l'utilisation du terme absurde, que je trouve un peu à toutes les sauces pour qualifier des œuvres énigmatiques et qui ne répondent pas à des enjeux de morale classique. Je trouve que ce terme est devenu un fourre-tout qui cache une fainéantise à décrire une œuvre. Personnellement, je n'en suis pas sûre. Est-ce que vraiment le désert des Tartares est une œuvre absurde ? Qu'il y ait une forme d'absurdité au comportement des personnages, oui. Mais le livre en lui-même n'est pas du tout absurde. Qu'il y ait une forme d'absurdité au comportement des personnages, oui. Mais le livre en lui-même n'est pas du tout absurde. Drogo est plusieurs fois en capacité de prendre des choix qui auraient pu faire prendre à sa vie une toute autre direction. Partie 2. Le rivage des Syrtes ou l'impact de l'individu sur le collectif. Le rivage des Syrtes est un livre... Comment vous dire ? Bon, laissez-moi vous raconter les grandes lignes de l'histoire dans un premier temps. Aldo, le narrateur, est le fils d'un haut dignitaire de la cité-État d'Orsena, totalement fictif donc. Il est jeune, fougueux, impétueux. Il veut de l'action, mais il se languit d'ennui. Pour le calmer et le former en même temps, il est envoyé dans le poste de surveillance le plus avancé d'Orsena, à l'extrémité sud de la péninsule. Ce poste donne sur le royaume de l'autre côté de la mer, appelé le Fargestan, fait de vastes platitudes semi-désertiques. Depuis toujours, Orsena est en guerre avec le Fargestan. La guerre est toujours en cours, mais elle est dormante, elle n'est pas active. Car, en fait, les deux pays n'ont jamais signé la paix, ils ont juste plus aucun contact. La surveillance de la mer et des côtes est donc indispensable dans ce contexte de tension latente et menaçante. Aldo fait la connaissance de Martino, un vieux capitaine qui assure depuis des années la direction de la forteresse située en bord de mer. D'un côté, on a donc Aldo qui est fougueux jusqu'à être complètement inconscient de tous les enjeux, et Marino, le sage immobile qui n'agit pas. Et c'est là que commence à opérer la petite magie, la petite poudre magique du livre,
sans qu'il ne se passe vraiment rien de précis, tout en restant dans cet ennui, dans cet immobilisme de ce bout du monde, Aldo apprend qu'il y aurait des bruits, des rumeurs, des choses qui se disent sur l'autre, sur le Farguestan. Alors il veut savoir, il va chercher. Et le collectif va sortir de sa torpeur, gagné par une sorte de fébrilité qui monte. Aldo part alors en mission de reconnaissance dans la mer. Je m'arrête là pour ne pas tout dévoiler. Extrait du livre. Il n'y a jamais eu de nuit, Aldo, où tu as rêvé que la terre tournait soudain pour toi tout seul, tournait plus vite, et que dans cette course enragée, tu laissais sur place les bêtes aux poumons plus faibles. Ce sont les bêtes qui n'aiment pas l'avenir, mais celui qui sent qu'il est en lui un cœur pour cette vitesse irrespirable, ce qui est crime et perdition à ses yeux et à son instinct, c'est ce qui l'empêche de bondir et rien d'autre. Pour penser que les hommes vivent ensemble parce qu'ils vivent côte à côte, il faut n'avoir jamais regardé à la portée de leur œil. Il y a des villes pour quelques-uns qui sont damnés, par cela seulement qu'elles semblent nées et bâties pour fermer ces lointains, qui seuls leur permettraient d'y vivre. Ce sont des villes confortables, on y voit le monde, comme de nulle part, comme l'écureuil sur sa roue. Je n'aime que celles où, au creux des rues, on sent souffler le vent du désert. Et il y a des jours, Aldo, dit Vanessa en se tournant vers moi et en me regardant d'un œil aigu, où j'ai fait à Orsena une querelle grave. On n'y sent que le marécage, et j'ai pensé parfois qu'elle empêchait la terre de tourner. Par rapport au désert des Tartares, soyons clairs, il ne se passe rien ou presque rien dans le rivage des Syrtes. Et si vous me suivez depuis quelque temps, vous devez savoir que je déteste la conception élitiste de la littérature. Je ne supporte pas l'idée, pourtant acceptée, inconsciente, qu'il y aurait des lectures qui se méritent, pour les lecteurs vaillants, supérieurs, qui s'accrochent et découvrent les pépites que ceux, moins aventureux, moins talentueux peut-être aussi, n'auraient pas su trouver. Je dis ça car beaucoup vont considérer que Le Rivage des Syrtes est un livre qui se mérite. Car effectivement, c'est un roman ardu, très ardu. L'écriture est celle justement d'Aldo, le narrateur issu de la noblesse, qui génère un style empoulé, des mots complexes, de longues phrases dont on perd le fil encore et encore. C'était une sorte d'iceberg rocheux, rongé de toutes parts et coupé en grands pans effondrés, avivés par les vagues. Le rocher jaillissait à pic de la mer, presque irréel dans l'étincellement de sa cuirasse blanche, léger sur l'horizon comme un voilier sous ses tours de toile. N'eût été la mince lisière gazonnée qui couvrait la plateforme et coulait çà et là dans l'étroite coupure zigzagante des ravins. La réflexion neigeuse de ces falaises blanches tantôt l'argentait, tantôt le dissolvait dans la gaze légère du brouillard de beau temps. Et nous voguâmes longtemps encore avant de ne voir plus se lever, sur la mer calme, qu'une sorte de donjon ébréché et ébouleux, d'un gris sale, qui portait ses corniches sourcilleuses au-dessus des vagues à une énorme hauteur. Des nuées compactes d'oiseaux de mer jaillissaient en flèches, puis, se rabattant en volutes molles sur la roche, lui faisaient comme la respiration empanachée d'un geyser. Leurs cris pareils à ceux d'une gorge coupée, aiguisant le vent comme un rasoir et se répercutant longuement dans l'écho dur des falaises, rendaient l'île à une solitude malveillante et hargneuse, la murée plus encore que ces falaises sans accès. Je vais vous avouer tout de suite que j'ai failli abandonner ma lecture plusieurs fois, souvent tombant d'ennui ou de fatigue après seulement quelques phrases labyrinthiques et interminables. Mais je ne sais pas pourquoi, ni par quel entêtement ou curiosité. J'ai persévéré et... Comment vous dire ? Imaginez-vous, vous êtes photographe. Vous venez chaque jour filmer un endroit très beau, immobile, pendant quelques minutes. Tous les jours, à la même heure, au même endroit. Vous remarquez à peine les changements profonds dans le lieu qui s'opèrent car ils ne sont pas visibles à la maille de la journée. Mais après un an, vous réalisez une vidéo de toutes vos prises. Vous faites ce qu'on appelle un time-lapse. Et là, c'est l'apothéose. Quelque chose se passe qui justifie votre abnégation, votre constance à venir tous les jours, encore et encore faire la même chose. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe avec Le Rivage des Syrtes. Pendant les 3 premiers quarts du livre, on est embarqué dans cet immobilisme, on sent que quelque chose se prépare, commence, et tout explose, tout s'accélère dans le dernier quart du livre. Et ce dernier quart du livre est juste incroyable.
Est-ce que l'incroyabilité du dernier quart justifie à lui seul l'ennui mortifère des 3 premiers quarts du livre, au-delà de la beauté de la langue ? Je ne saurais pas vous répondre. Mais ce dernier quart, encore une fois, est à couper le souffle à tous les niveaux. L'histoire s'emballe et l'ennui, l'immobilisme initial prend une toute autre dimension. L'angoisse qui était latente, indéfinie, sournoise, née de cet ennui et du désir qu'il se passe quelque chose, change complètement. Mais il faut accepter de s'ennuyer sec au début, de ne pas tout comprendre, comme le personnage lui-même d'ailleurs s'ennuie sec et ne comprend pas tout. En même temps, c'est assez incroyable, il faut le reconnaître, d'écrire tant de pages sur littéralement le rien. Et en même temps, c'est long quoi. Je dirais même que ce qui se passe dans ces 3 premiers quarts est tellement précis, tellement subtil, que j'étais passée à côté d'une bonne partie du sens du livre qui m'a été révélé grâce, et je les remercie, à la fois au lecteur invétéré sur Babelio qui poste des commentaires et à JP Depote dont la chaîne YouTube est un puits de savoir sur la littérature. Extrait du livre. Voici des années, Aldo, que je vis l'oreille collée contre son cœur. Il ne guette plus rien que le galop funèbre, la vague noire qui le recouvrira. Il y a trop longtemps qu'Orsena n'a été remise dans les hasards. Il y a trop longtemps qu'Orsena n'a été remise dans le jeu. Autour d'un corps vivant, il y a la peau qui est tact et respiration. Mais quand un état a connu trop de siècles, la peau épaissie devient un mur, une grande muraille. Alors les temps sont venus, alors il est temps que les trompettes sonnent, que les murs s'écroulent, que les siècles se consomment et que les cavaliers entrent par la brèche, les beaux cavaliers qui sentent l'herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d'ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent. En fait, le thème du roman est l'impact de la rumeur collective, ou plus exactement, la création collective d'une certitude, de quelque chose qui dépasse la rationalité, qui va créer quelque chose basé seulement sur des hypothèses, des on-dit, et surtout sur les conséquences de cette rumeur qui devient presque un personnage à part entière, quelque chose de palpable aux conséquences directes, immédiates. En somme, c'est un livre sur les conséquences de nos actions, même les plus anodines, les plus chargées de bonnes intentions, et de notre impossibilité à les contrôler. Comment les climats collectifs peuvent-ils se créer avec leur lente, très lente gestation, jusqu'à leur explosion que personne ne maîtrise? Voici le rivage des Sirtes. En ce sens, je le rapproche volontiers de Guerre épée de Tolstoï, avec ce même constat partagé, même si plus cynique chez Tolstoï, que personne ne décide de rien et que l'on ne peut savoir ni anticiper ce qui, dans nos actions ou décisions, aura un impact et quel impact. Évidemment, ces livres résonneront en vous de manière différente selon votre rapport personnel à l'ennui et aux différentes questions et thèmes que j'ai évoqués. Je vous recommande tout particulièrement Le désert des Tartares qui a une place chère à mon cœur et qui continue de me tourner dans la caboche encore 1 an après l'avoir lu. Je vous déconseille de faire comme moi et de le lire alors que vous êtes en vacances, en vadrouille et que votre quotidien est justement plutôt fait d'action et d'activité. C'était un choix très étonnant. Bon, après, je ne connaissais pas le contenu du livre, mais ça a généré des petites angoisses chez moi dans un moment où je n'étais pas censée avoir d'angoisse, car c'était des vacances. Ces 2 romans, encore aujourd'hui, sont très souvent comparés. Et effectivement, je vous ai un peu menti au début de l'introduction en vous disant qu'ils n'avaient que l'ennui en commun. Non, évidemment. Les 2, comme vous l'avez compris, ont des personnages jeunes qui sont militaires, qui se retrouvent dans des postes aux confins de leur empire, et avec la présence étrangère inconnue qui plane au loin, un mystère. Et il est intéressant que ces 2 livres, publiés à 20 ans de différence, fassent appel à l'imaginaire des peuples barbares, les Sirtes d'un côté et les Tartares de l'autre. Alors même que leurs années d'écriture, 40 et 50 à peu près, les placent face à un danger immédiat historique qui est au sein même des frontières de l'Europe et pas du tout en dehors. Mais je pense que ce sera un segment pour une autre fois et je vais canaliser mon intérêt pour les peuples nomades ou barbares et leur représentation dans la littérature dans de futurs épisodes. Qui sait, peut-être que ça vous intéressera. J'espère que vous avez apprécié cette pause en ma compagnie. Et si vous êtes sur YouTube, j'ai hâte de lire vos avis sur ces lectures. Ou si vous avez d'autres livres du même acabit à me conseiller. Hiatus est un podcast à fréquence aléatoire pour découvrir des livres et réfléchir.
Si vous ne les avez pas encore découverts, les épisodes précédents de la saison 1 sont déjà disponibles, ainsi que de nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt!